Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis sûr que vous êtes très occupé. Nous vous sommes donc particulièrement reconnaissants de nous accorder un peu de votre temps. Le Honduras traverse actuellement sa plus grave crise électorale depuis 10 ans. Aucun vainqueur n'a encore été désigné, mais les résultats officiels du Conseil national électoral indiquent que le candidat du Parti national, Tito Esfora, devance de peu le candidat du Parti libéral, Salvador Nasrallah. Les médias traditionnels ont qualifié les chiffres publiés par le CNE de fiables, mais votre parti, le Parti libre, a contesté ces résultats, tout comme le Parti libéral. Vos deux partis mettent en garde contre une vaste conspiration visant à voler la présidence par le biais d'une fraude électorale. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Comment ce complot pour saper la démocratie hondurienne a-t-il commencé et comment se déroule-t-il aujourd'hui? Eh bien, merci pour l'entretien et l'occasion de m'exprimer. Le 31 octobre, il y a un peu plus d'un mois, le conseiller Martín Ochoa, membre du Conseil électoral, a présenté une série de 26 enregistrements audio dans lesquels on peut entendre une voix qui semble très similaire à celle d'un autre conseiller, José López, représentant du Parti national, le même parti que celui de Juan Orlando Hernández, le parti qui a gouverné le Honduras pendant 12 ans avant la victoire de Xiomara Castro et de ce gouvernement. Ce que nous avons pu entendre dans ces enregistrements, c'était une conspiration visant à saper l'élection par la manipulation de la transmission de la base de données. Il faut préciser qu'au Honduras, nous n'avons pas de vote électronique. Nous votons encore avec des bulletins papier qui sont ensuite comptés et les résultats sont inscrits sur une feuille et envoyés au siège du Conseil électoral à Tegucigalpa. Ce que l'enregistrement audio a révélé, c'est qu'il allait y avoir un problème avec ce système. Ce système, en espagnol, s'appelle le TREP. Il signifie processus de transmission des résultats temporaires. Le problème était que, s'ils pirataient le système, s'ils interféraient avec cette transmission, ce que vous avez sur papier et ce qui est écrit sur la feuille après le vote ne correspondrait pas à ce qui apparaît dans la base de données centrale du Conseil électoral. À ce moment-là, seul le Parti libéral a fait cette accusation. Mais le Parti libéral ne nous a pas rejoints. Il s'est rangé du côté du Parti national et a déclaré que c'était faux. Ils nous ont même accusés d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour créer ces faux enregistrements audio. Nous avons passé tout ce mois à formuler ces accusations et à exiger que le processus soit examiné. Mais cela n'a pas eu lieu. Ainsi, lors des élections, en plus de bien d'autres choses dont je pourrais aussi parler, des choses que nous avons vues ce jour-là, à la fin du scrutin, quand on commence à envoyer ces feuilles, ces informations, nous avons 19 000 bulletins qui doivent être comptés pour 19 000 bureaux de vote, où les citoyens peuvent voter pour le président, les maires et le Congrès. Le problème, c'est que sur ces 19 000, 5 000 ont été envoyés le soir de l'élection et ne sont jamais arrivés à Tegucigalpa. L'entreprise chargée de ce service a affirmé que les informations étaient là, qu'ils avaient eu des problèmes de transmission, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car tout allait bien. L'autre problème, c'est que ce n'était pas seulement un système piraté, c'était un système qui n'était pas prêt. Ainsi, lorsqu'ils ont essayé de corriger les choses en cours de route, ce que nous avons vu, ce furent des arrêts de ce système. Bien sûr, nous disions que ce processus n'était pas fiable, et nous soutenions qu'il avait été mis en place pour favoriser le candidat du Parti national, Nasri Asfoura. C'est aussi le candidat que le président Donald Trump, sur ses comptes de réseaux sociaux, a déclaré vouloir voir gagner. Il a dit jeudi dernier, 4 jours avant l'élection, qu'il ne soutenait pas Rixi Moncada ni Salvador Nasrallah. Puis, le samedi, la veille de l'élection,
Il a affirmé que ce devait être Nasri Asfoura et qu'il ne reconnaîtrait pas ni ne collaborerait avec Rixi Moncada si elle remportait l'élection. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le soir de l'élection, le Parti libéral a maintenu sa position. Il disait que tout allait bien, que Libre, le parti au pouvoir, essayait de voler l'élection, que nous commettions une fraude et refusions de quitter le pouvoir, et bien d'autres choses encore. Le problème pour le Parti libéral, c'est que mardi, lorsque certaines de ces feuilles et informations sont enfin arrivées après 40 heures à tourner sans pouvoir passer des bureaux de vote à la base centrale, ils ont constaté que les données avaient été manipulées. Ce qu'ils avaient sur leurs feuilles, car chaque parti a un représentant au bureau de vote, ne correspondait pas à ce qui apparaissait dans le système central. Dans certains cas, les chiffres de vote du Parti national avaient été échangés avec ceux du Parti libéral. Ainsi, ce que montrait la feuille du Parti libéral apparaissait désormais sous le Parti national et inversement. Ainsi, mercredi, le Parti libéral, après avoir nié pendant plus d'un mois l'existence d'un complot visant à voler l'élection, a commencé à reprendre ce que nous disions depuis le début. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment un parti qui n'est pas au pouvoir peut commettre une fraude. Eh bien, voici comment. Le Parti national avait une entreprise très proche de lui, et cette entreprise était chargée de transmettre les résultats des bureaux de vote à la base centrale. Désormais, le Parti libéral, ainsi que le Parti social-démocrate, dénoncent, déposent des plaintes et accusent le processus de fraude et de manipulation des résultats électoraux. 3 des 5 partis participants ont déjà déclaré que ce processus n'était pas fiable et que les résultats avaient été manipulés. Avez-vous une idée de ce que pourraient révéler les véritables résultats électoraux légitimes? Est-il même possible de le déterminer à ce stade? C'est difficile, car le problème de l'absence de vote électronique, c'est qu'il y a cette urgence à savoir qui est en tête. Donc même si le TREP, le processus temporaire de transmission des résultats, est mis en cause, c'est ce que les gens voient chaque jour à la télévision, c'est ce dont ils parlent sans arrêt. Dans le TREP, le Parti libéral obtient environ la moitié des voix du Parti national. Ainsi, dans le TREP, nous avons moins de 500 000 voix, le Parti national en a plus de 1 200 000, et le Parti libéral se situe environ 40 000 voix en dessous. Donc lorsque le dépouillement réel commence, il existe déjà une perception. Par exemple, si le Parti libre commençait à compter demain et que nous n'avions pas 500 000, mais 1 million de voix dans le décompte réel, je suis sûr qu'il nous accuserait de fraude. Parce que les gens ont vu ces chiffres tous les jours. Mais tous les Honduriens n'ont pas compris au début. Je pense qu'à présent, la majorité comprend que la transmission a été frauduleuse et manipulée. Une autre chose, c'est que sur les 19 000 feuilles de résultats électoraux qui devaient être transmises, le système a décidé que 3 800 d'entre elles seraient mises en réserve et comptées à la fin si nécessaire. Cela représente un peu plus d'1 million de votes que le système de transmission a décidé de ne pas compter au départ, mais seulement plus tard, dans ce que nous appelons un décompte spécial. Quelle a été la détermination du système? Nous n'en sommes pas sûrs. Qui en a bénéficié? Nous n'en sommes pas sûrs. Par exemple, dans la capitale du Honduras, le candidat de notre parti était en tête dans tous les sondages. Il est maintenant presque à égalité avec le candidat du Parti national. Et nous savons que parmi les 3 800 bulletins mis de côté, 1000 proviennent de Tegucigalpa. Donc on parle de presque la moitié des votes qui ne sont pas comptés à ce premier stade. Ils le seront plus tard.
Mais dans la perception des gens, le Parti national et libre sont à égalité, ce que nous ne pensons pas possible. Le fait est qu'au Honduras, notre système électoral a une structure à 3 têtes. Il y a un membre du Parti libéral, un membre du Parti national et un membre de Libre, le parti au pouvoir. C'est ainsi que le parti au pouvoir peut prétendre que l'opposition essaye de pirater l'élection ou de commettre une fraude. C'est simple, ils ont 2 voix sur 3. Donc nous sommes minoritaires, même si nous sommes au gouvernement. Ce que nous pensons, c'est que le Parti national avait un accord avec le Parti libéral et que le Parti libéral n'a pas fait assez pour empêcher ce que le Parti national préparait. Maintenant, le Parti libéral est touché par ce processus frauduleux. Il commence à porter des accusations à son encontre. Donc si le Parti libéral change de position et, au lieu de soutenir le Parti national, décide d'écouter ce que disent les gens, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette élection, alors il pourrait arrêter cette tentative de vol d'élection. Le problème, c'est que nous recevons des messages contradictoires. Le candidat présidentiel du Parti libéral, Yanni Rosenthal, accuse le processus de fraude. Mais la représentante du Parti libéral au Conseil électoral, Ana Paola Hall, répète chaque jour que tout va bien, que tout est en ordre. Il y a donc des positions divergentes. Le Parti national affirme que tout va bien, que Trump nous soutient, Nasri Asfoura sera président, tout est parfait. Le Parti libre, lui, soutient qu'il s'agit d'une élection frauduleuse et que de nombreuses choses ne vont pas. Lors de notre dernière réunion, qui a eu lieu samedi, il y a 2 jours, nous avons même déclaré que les élections ne sont pas valides et ne devraient pas être reconnues. Il y a donc 2 positions claires, mais le Parti libéral semble osciller entre les 2. Et c'est pourquoi, 10 jours après les élections, nous n'avons toujours pas de résultats. Par exemple, hier, il y a un département, un État au Honduras appelé Cortés. Tout le monde sait que le Parti libéral y est très fort. Chaque fois que les informations provenant de Cortés tentent d'entrer dans le système, celui-ci se bloque et ces votes ne sont pas enregistrés. Ainsi, nous n'avons que les votes où le Parti national est en tête. Ils n'autorisent pas les votes du Parti libéral et ils ont décidé de déplacer 3800 votes pour qu'ils ne soient pas comptés au départ. Nous pensons que dans ces 3800 votes, il y a eu un impact important sur les résultats que nous entendons concernant les libéraux dans cette élection. Eh bien, c'est certainement une dynamique intéressante. Si Libre et le Parti libéral devaient unir leurs forces, ce ne serait pas la première fois. En 2017, après que l'on a largement cru que le même Parti national, sous son ancien candidat Juan Orlando Hernández, avait en réalité volé cette élection, votre parti s'est uni au Parti libéral et aux partisans de Nasrallah, descendant dans la rue pour exiger un nouveau vote. Il semble que le Parti libre soit disposé à le faire, mais qu'il y ait des éléments au sein du Parti libéral qui le soient moins. Et tandis que nous discutons encore des détails techniques sur la manière dont ce type de fraude peut être commis, y a-t-il un dénominateur commun entre ces bulletins manquants ou non comptabilisés? Le million environ de bulletins que vous dites introuvables, proviennent-ils de quartiers ouvriers? Disposez-vous d'informations permettant d'identifier ces votes manquants? Eh bien, il y a beaucoup de choses que ces bulletins ont en commun. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire d'abord. C'est un schéma que nous avons observé à la fois en 2017 et lors de cette élection. En 2017, le Parti anticorruption, le Parti libre et le Parti libéral ont tous reconnu que Salvador Nasrallah avait remporté cette élection. Le seul qui a dit le contraire, c'était le Parti national. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que la chef de l'ambassade des États-Unis
Madame Heidi Fulton, est apparue à la télévision en déclarant que les bulletins du Parti national étaient les bons. Ainsi, même si 3 partis disposaient de suffisamment de preuves pour affirmer que Nasrallah avait gagné, les États-Unis, à ce moment-là, en 2017, ont dit qu'ils n'y croyaient pas. Ils croyaient que ce que disait le Parti national était juste, était vrai. C'est la même chose. La différence, c'est que la dernière fois, c'était le représentant du gouvernement des États-Unis à l'ambassade américaine, ici au Honduras, et maintenant, c'est directement le président des États-Unis. Autrement dit, il ne croit pas qu'il y ait eu fraude, qu'Asfoura a gagné, et voilà. L'autre chose que je crois, c'est une de mes thèses, c'est que le message de Trump dit qu'il ne soutient pas Rixi Moncada, qu'il ne soutient pas Salvador Nasrallah, mais qu'il soutient Nasri Asfoura. Mais ils essaient de faire croire que nous sommes tous pareils, comme si le candidat de Libre et celui du Parti libéral étaient d'une certaine manière liés. Je pense que c'est une tentative de bloquer la possibilité d'un accord entre Libre et le Parti libéral. C'est comme anticiper. C'est comme dire, d'accord, d'abord, je veux que le Parti national gagne. Et l'autre chose, c'est que je consacre beaucoup d'attention à empêcher les partis libéral et libres de conclure un accord. Beaucoup de gens au sein du Parti libéral essayent de gagner cette élection sans se rapprocher de Libre. C'est une erreur mathématique, car si aucune de ces 3 forces ne parvient à un accord entre elles, alors nous sommes 3, et aucun de nous n'a la majorité. Donc, c'est comme s'ils étaient de leur côté, nous du nôtre, et le Parti national du sien. Le fait est que le Parti national n'a pas besoin de conclure un accord avec qui que ce soit, car selon les chiffres, il est en train de gagner l'élection. Et au final, ils vont s'assurer, encore une fois avec le soutien des États-Unis, que ce qu'ils affirment soit reconnu et considéré comme vrai. Ainsi, le Parti libéral est un parti de centre-droit, le Parti libre est un parti de gauche, et le Parti national est plutôt un parti d'extrême droite. Beaucoup de libéraux pensent qu'ils ne devraient jamais conclure d'accord avec un parti de gauche, et c'est une arme idéologique, utilisée et promue par de nombreux médias nationaux pour empêcher toute forme d'accord. Voilà le problème. Le système est tellement mauvais, inachevé et corrompu qu'il n'est même pas capable de produire un résultat final. Il s'effondre sans cesse, et il n'existe aucun accord politique pour reconnaître un vainqueur. Nous aurons probablement encore quelques jours avant d'avoir la certitude définitive sur le vainqueur de cette élection. Et comme je l'ai déjà dit, nous appelons à ne pas reconnaître les résultats, car le système est piraté. Pour répondre à la dernière partie de votre question, nous savons tous qui, historiquement, remporte quelle région du pays. Nous sommes forts ici. Dans la capitale, nous avons la capitale. Nous avons remporté la capitale avec suffisamment de voix. Nous avons un maire et un candidat très solides, donc les chiffres indiquaient que nous allions gagner la capitale. Maintenant, nous sommes à égalité avec le Parti national. Nahara est fort sur la côte nord, fort à Cortés et dans d'autres régions du pays. Et nous sommes forts dans certaines zones rurales, principalement celles qui ont été envoyées pour ce comptage spécial de ces 3800 feuilles. Olancho, Santa Barbara, Colón, il y a des régions du pays où Libre a historiquement été très fort. Et enfin, nous avions un accord entre les partis selon lequel on ne pouvait voter qu'avec une vérification biométrique. Nous avons pris cette décision, une décision politique. Pardon, qu'est-ce que c'est? J'avais un appel entrant. Donc nous avons ce système appelé la mesure biométrique. Vous posez votre doigt, ils prennent une photo de votre visage, et si vous êtes approuvé, alors vous pouvez aller voter. Cela a été conçu et décidé pour empêcher les gens de voter 2 fois, ou de voter à un endroit, puis à un autre, et encore ailleurs.
Mais la veille de l'élection, le Parti national et le Parti libéral ont décidé que la garantie biométrique ne serait pas utilisée. Et comme ils étaient 2 contre 1, on se retrouve avec une situation où les registres biométriques montrent qu'environ 200 personnes sont allées voter, mais plus de 1000 votes ont été comptés. Il y a donc la présence de 200 personnes, mais 1000 votes. C'est une fraude à plusieurs niveaux, coordonnée. Mais elle n'aurait pas été possible si le Parti libéral et le Parti national n'avaient pas conclu cet accord. Maintenant, cet accord est rompu parce que le Parti libéral voit que le Parti national essaye de les pirater en ce moment. C'est donc la crise que nous observons. Cet accord solide qu'ils avaient depuis plus d'1 an est désormais brisé. Pouvez-vous nous dire qui pourrait exactement être derrière tout cela? La présidente Castro a spécifiquement nommé ces 25 groupes économiques, 10 familles au Honduras, dont elle affirme qu'ils jouent un rôle extrêmement disproportionné dans la domination des affaires du pays. Et puis, nous savons évidemment que le président Trump est intervenu très ouvertement dans l'élection en exigeant que les Honduriens votent pour Asfora, menaçant de couper les ressources du pays s'ils ne le faisaient pas. Et maintenant que cette même administration Trump vient d'annoncer qu'elle réaffirme la doctrine Monroe, comment interprétez-vous cela? Que pensez-vous que cela signifie pour la situation au Honduras? Eh bien, tout d'abord, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, c'était la première fois qu'un parti, en dehors du système bipartisan qui existait depuis plus de 100 ans au Honduras, accédait au pouvoir. C'était la première fois qu'un parti autre que le Parti libéral ou le Parti national prenait les rênes du gouvernement. C'était aussi la première fois qu'un parti non contrôlé par l'ambassade des États-Unis à Tegucigalpa arrivait au pouvoir. Et c'était la première fois qu'une femme devenait présidente du Honduras. Ainsi, Libre est une force très unique, très nouvelle. Il est né après le coup d'État de 2009 et provient du Front national de résistance qui a organisé la résistance contre ce coup d'État. Ainsi, de nombreux aspects du gouvernement Libre diffèrent de ce que nous avons connu au Honduras depuis plus de 100 ans. L'un de ces aspects est que Libre a affronté les 25 groupes économiques appartenant à 10 familles qui contrôlent plus de 80% de la richesse nationale. 10 millions de Honduriens doivent se débrouiller avec les 20% restants, tandis que ces 10 familles détiennent 80%. C'est donc un pays très inégalitaire. Lorsque Xiomara Castro est arrivée au pouvoir, le taux de pauvreté s'élevait à 75% de la population. 3 personnes sur 4 étaient pauvres. Xiomara a réussi à réduire cette pauvreté de 75% à 62%. Une réduction de 13 points en 4 ans est quelque chose de très difficile à accomplir. Et cela lui a valu la reconnaissance des Nations Unies pour sa lutte contre la pauvreté. La seule façon pour elle d'y parvenir a été de réduire bon nombre des privilèges dont jouissaient ces 10 familles et ces 25 groupes. Ils ont donc, en somme, déclaré une véritable guerre contre nous. Ils ont investi beaucoup d'argent et entrepris de nombreuses actions. Et bien sûr, le Parti national et le Parti libéral ont conclu un accord, car ils se sentaient exclus de ce gouvernement de la classe ouvrière. Un gouvernement socialiste et démocratique dirigé par une femme qui n'a pas peur d'invoquer le droit international, qui ne soutient pas le blocus de Cuba, qui ne soutient pas le génocide à Gaza et qui dénonce les atrocités que commettent de nombreux pays puissants au nom du développement et de la richesse. C'est Xiomara Castro. Elle a donc obtenu beaucoup de reconnaissance, mais elle s'est aussi fait de puissants ennemis. Il y avait une autre femme,
Rixi Moncada, qui, comme Xiomara Castro, est une femme forte et parlait de la démocratisation de l'économie. Permettre aux gens d'accéder au crédit, instaurer certains contrôles sur les banques et trouver des investissements pour les petits producteurs, les campesinos et les agriculteurs. C'est donc un changement très radical que propose le Parti libre et sur lequel Rixi Moncada a fondé sa proposition pour le peuple hondurien. Il y a donc eu beaucoup d'attaques à ce sujet. Ensuite, ils ont convaincu Trump d'accepter de libérer et de faire sortir de prison le criminel le plus dangereux que nous ayons eu en Amérique centrale, et de loin le plus dangereux de l'histoire du Honduras, à savoir Juan Orlando Hernández, qui était le président et le chef du narco-État que nous avons vaincu par les urnes en 2021. Hernández a été reconnu coupable aux États-Unis d'avoir trafiqué plus de 400 000 tonnes de cocaïne et blanchi des millions de dollars sur plus de 10 ans en tant que chef d'un cartel. Puis le président Trump a décidé non seulement de soutenir le candidat du Parti national, qui est le parti de Hernández, mais aussi de libérer Hernández et d'essayer de le renvoyer au Honduras. Lorsque la Mara Salvatrucha, MS-13, un groupe criminel très violent, a entendu cela, ils ont lancé des actions fortes dans les territoires qu'ils contrôlaient. Nous avons deux Maras au Honduras, Barrio 18 et MS-13. MS-13 est connu comme l'expression armée dans les rues des cartels dirigés par Hernández. Lors du procès contre Hernández, des preuves ont été présentées par des agents de la DEA et d'autres responsables américains, montrant que l'argent provenant du trafic de drogue, de la contrebande d'armes et de la traite des êtres humains, l'argent issu de ces activités criminelles, a été utilisé pour financer des opérations, exercer des pressions et semer la terreur autour des élections de 2013 et 2017. Donc, ce n'est pas quelque chose que je dis simplement parce que je le crois. Il existe des preuves que le MS-13 a coordonné avec Hernández pour rendre possible les fraudes de 2013 et 2017. Le MS-13 a provoqué des émeutes au Honduras afin de donner une excuse aux forces militaires pour nous attaquer. À cette époque, nous faisions partie de l'opposition, du Parti libéral et du Front de résistance. Alors, quand Trump dit « Je libère Hernández », le MS-13 se met à parcourir les quartiers de Tegucigalpa et de Santa Rosa, menaçant et terrorisant les habitants, leur disant que s'ils ne votaient pas pour Nasri, ils tueraient toute leur famille. Nous avons eu plus de 900 appels au 911. C'est le service d'urgence au Honduras. Et vous savez, les personnes qui appellent ces services ne représentent qu'une petite partie de celles qui vivent réellement ces situations. Les gens ont fait preuve d'un grand courage en appelant et en informant les agents à ce sujet. Après cela, nous avons eu tous les problèmes liés à la transmission. C'était une élection sous une forte pression des puissants groupes économiques du Honduras, avec une intervention directe du président des États-Unis. C'était une élection où la volonté libre du peuple a été menacée par des groupes criminels comme les Maras. C'était une élection avec des problèmes dans la transmission des informations. C'était une élection dont les résultats ont été manipulés. Et c'était une élection où nous n'avons toujours pas vu tous les votes, car il reste encore environ 3800 bulletins qui n'ont pas été comptés. Je suppose que beaucoup d'Américains se demanderaient « Qu'est-ce qu'il y a au Honduras ou dans la région qui provoque une telle colère de la part du gouvernement américain? Pourquoi ont-ils libéré ce président condamné pour trafic de drogue? Pourquoi ont-ils travaillé avec lui aussi longtemps, tout en sachant apparemment qu'il était fortement impliqué dans le commerce de la drogue? Et puis, en ce qui concerne le Honduras, pouvez-vous expliquer l'importance du pays pour la sécurité nationale des États-Unis?
Quelle est l'importance, par exemple, des bases aériennes de Palmyra ou de Sotocano pour le maintien du contrôle sur l'Amérique centrale? Oui, eh bien, le Honduras se trouve au centre de l'Amérique centrale. Nous faisons partie des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui partagent le plus de frontières en raison de notre position géostratégique. Depuis plus de 45 ans, nous abritons le quartier général du Southcom. C'est le principal siège du Southcom dans la région. Depuis le Honduras, les États-Unis ont organisé et planifié des invasions et des actions militaires contre d'autres pays de la région. Depuis le Honduras, ils ont organisé la contre-révolution contre le processus révolutionnaire du Nicaragua. Et depuis le Honduras, il y a eu coordination pour le coup d'État contre Juan Jacobo Arbenz. Il y a eu la première opération de la CIA en 1954, avant même que la base n'existe. Depuis le Honduras, on a mené la lutte contre la révolution salvadorienne. Depuis le Honduras, on a organisé l'invasion américaine du Panama, des attaques contre Cuba, ainsi que l'invasion et le renversement du gouvernement de la Grenade. Je recommande aux habitants des États-Unis de chercher un excellent documentaire intitulé The Ambassador, que l'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs sur Internet. The Ambassador est une enquête sur le terrorisme. John Dimitri Negroponte, lorsqu'il allait être nommé chef de la sécurité des États-Unis, avait été ambassadeur américain au Honduras pendant la guerre froide. Vous pouvez donc voir que nombre des manuels de torture, les mêmes manuels plus tard utilisés à Guantanamo contre des prisonniers lors de l'attaque contre l'Irak et d'autres opérations américaines, ont en réalité été rédigés au Honduras pendant la guerre froide. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Honduras est si important en termes de contrôle militaire dans la région. Il se trouve à environ 75 km de Tegucigalpa, la base militaire de Palmyra, ou Sotocano, qui est une base militaire des États-Unis, où se trouve également notre aéroport international le plus important. Ainsi, lorsque vous atterrissez à Palmyra, vous atterrissez sur une base militaire américaine qui possède une porte civile permettant de sortir de l'infrastructure de la base. Voilà pour ce point. L'autre chose, c'est que lorsque Manuel Zelaya Rosales, qui a été président du Honduras de 2006 à 2009, a commencé à collaborer avec Lula da Silva, Néstor Kirchner, Fernando Lugo, Hugo Chavez, Evo Morales et toute cette vague progressiste que nous avons connue au début de ce siècle, ces 10 familles et 25 groupes économiques ont organisé, avec les États-Unis, un coup d'État le 28 juin 2009 pour renverser Zelaya. En 2013, le Parti libre était déjà organisé et nous avons participé à l'élection, mais nous avons été affectés par la fraude. Puis, en 2017, nous avons formé une alliance avec d'autres groupes politiques et nous avons décidé que Nasrallah serait le candidat et Xiomara la candidate à la vice-présidence. Cela a changé en 2021. Xiomara était la candidate à la présidence et Nasrallah était le candidat à la vice-présidence. Et nous avons remporté cette élection. Mais en 2017, j'ai travaillé comme directeur des affaires internationales pour cette campagne. J'ai voyagé avec Nasrallah au département d'État et nous avons parlé avec des sénateurs, des membres du Congrès et des représentants du département d'État. Ce que nous avons entendu, c'est que, oui, Hernandez pouvait être un trafiquant de drogue. Hernandez pouvait être le chef d'un État criminel. Hernandez pouvait être l'organisateur des Maras, mais il n'était pas un ami de Maduro, ni de Cuba, ni d'Ortega. Ce qu'on nous disait, c'est qu'il y avait eu une décision, pour des raisons idéologiques, de soutenir un parti lié au trafic de drogue, un État criminel, afin d'empêcher une force politique progressiste de gauche d'accéder au pouvoir.
Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Le message de Trump est très clair. Il dit « Je ne veux pas d'un communiste, d'un ami de Cuba, d'un admirateur de Fidel Castro comme président. Je ne veux pas de Rixi Moncada. Et je ne veux pas non plus de Nasrallah, qui est à moitié communiste. Je veux Nasri. Et c'est tout. Je veux Asfoura. Je veux le Parti national. » Voilà ce que nous voyons. Encore une fois, les États-Unis, pour des raisons idéologiques, mettent de côté leur guerre contre la drogue et leurs efforts pour contrôler les cartels. Et soutenir, non pas quelqu'un qui est soupçonné d'être un trafiquant de drogue, mais quelqu'un qui a été reconnu coupable par le système judiciaire des États-Unis. Ainsi, lorsque des missiles sont envoyés contre de petits pêcheurs dans les Caraïbes, et que l'argument du ministre de la Guerre et du gouvernement américain est qu'ils soupçonnent que les personnes tuées dans les Caraïbes étaient des trafiquants de drogue, cela se contredit quelque peu. Cela devient très hypocrite que dans le cas du Honduras, quelqu'un qui n'est pas seulement soupçonné, mais qui a été prouvé être le chef d'un cartel de drogue soit libéré. À ce propos, je voudrais poser une question. Les États-Unis ont-ils fourni au gouvernement du Honduras des preuves à décharge, quoi que ce soit, qui pourraient indiquer que le procès ayant reconnu Juan Orlando Hernandez coupable de complot en vue de faire passer 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis était d'une quelconque manière entaché d'erreur? Ont-ils fourni la moindre preuve ou le moindre élément? Aucune preuve, aucun élément tangible, seulement un commentaire du président Trump dans lequel il affirmait que la décision du tribunal était trop exagérée. Et dans la lettre qu'Hernandez a envoyée à Trump en octobre de cette année, il a prétendu avoir été victime d'une supercherie orchestrée par Biden et Harris contre lui. Il s'est donc inscrit dans ce même récit que nous avons vu dans d'autres parties du gouvernement américain. Et apparemment, il se signe Sweat Orange désormais lié. Hier, le bureau de notre procureur général a présenté une série de preuves des crimes commis par Hernandez ici au Honduras. Et il a émis une alerte internationale déclarant qu'il est un criminel et un homme recherché. Nous n'avons toujours pas vu de réaction de la part du gouvernement Trump ni du gouvernement américain en général face à cette action, qui relève de notre souveraineté et de notre détermination à lutter contre le crime. Nous pensons que la grâce accordée à Hernandez a tout à voir avec des intentions, des stratégies et des objectifs politiques, et très peu à voir avec la justice ou une lutte sincère contre les cartels de la drogue dans la région. Quand vous avez mentionné vos contacts avec le département d'État, avec le gouvernement américain, je crois que vous avez dit en 2017, je suppose qu'ils vous ont essentiellement servi une variation de cette célèbre phrase attribuée à Roosevelt à propos de la première dictature de Somoza. C'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Et j'entends bien. Vous décrivez en quelque sorte la relation entre le Honduras et les États-Unis comme cela ressemble à un pays pris en otage. On dirait un pays qui vit au gré d'un genre de parrain qui dit « À moins que vous n'acceptiez cet homme comme votre dirigeant, nous couperons le commerce. Nous cesserons de vous fournir des ressources. » Comment parvenir à la souveraineté dans une situation pareille? Et plus largement, avez-vous une idée de la façon dont tout cela va se terminer? Et pouvez-vous nous dire un peu ce que fait Libre pour résister? Eh bien, nous avons entretenu une relation très solide avec les États-Unis tout au long de notre histoire. Il y a plus de 100 ans, la Standard Fruit Company a établi sa base ici au Honduras, et Chiquita Banana est devenue connue dans le monde entier, nous valant le surnom de République bananière.
Voici le Honduras. C'est la république bananière pour certaines personnes aux États-Unis. Nous avons également connu, dans notre histoire, des moments de dignité et de coopération avec les États-Unis. Et nous croyons vraiment qu'en 2021, lors de cette élection où la volonté du peuple a été respectée, il y a eu un grand contrôle sur les tentatives de fraude. Ensuite, ce gouvernement est arrivé au pouvoir avec beaucoup de soutien. C'était le gouvernement de Xiomara Castro. Nous pensions que tous ces mauvais chapitres appartenaient au passé, qu'ils n'étaient qu'une partie de notre histoire. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce même comportement qui revient, encore plus fort qu'avant. C'est comme si certaines parties du gouvernement des États-Unis nous considéraient comme une base militaire, une base entourée de quelques maisons. Ainsi, nous ne sommes pas reconnus comme un État indépendant ou souverain. C'est une base militaire avec beaucoup de ressources naturelles et quelques habitants vivant autour de ces ressources et de ces bases, sans aucun respect pour la souveraineté du Honduras. Et imaginez un président d'un autre pays exigeant que le peuple de ce pays vote pour ceci ou pour cela. C'est une destruction totale de la croyance en le droit international, quelle que soit la manière dont on veut le voir ou le formuler. Ce que nous disons en ce moment, c'est que nous pensons que ce processus électoral est frauduleux, qu'il est corrompu et que nous n'en reconnaissons pas les résultats. Il reste encore du temps, jusqu'au 30 décembre, pour annuler ce processus et voir s'il est possible d'en convoquer un nouveau sans toutes ces interventions et tout ce qui s'est passé. En 2017, après que le Parti national a volé cette élection, l'OEA a demandé que le vote soit répété, ce qui n'est jamais arrivé. Nous avons maintenant la même possibilité. Et si le Parti libéral ne veut pas soutenir cette idée et finit par reconnaître sous la pression qu'Asfoura est le président, alors nous devrons trouver d'autres moyens d'y faire face. Nous devons nous rappeler qu'il ne reste que 49 jours au gouvernement de Xiomara Castro. Ce fut un gouvernement remarquable, attaqué comme un ennemi, alors même que nous soutenons fermement le département de la justice des États-Unis dans la lutte contre les cartels. Nous ne sommes pas traités comme des amis, nous sommes traités comme des ennemis. Et je crois que c'est l'aveuglement des positions idéologiques qui a conduit Donald Trump et les États-Unis à agir ainsi. C'est un moment très dramatique pour la démocratie, non seulement au Honduras, mais dans toute l'Amérique latine. Le comportement des États-Unis, dans ce cas, n'est pas celui d'un État qui reconnaît tous les autres États comme égaux. Non, c'est une position impérialiste dans laquelle ils tentent d'imposer leur volonté par la force et la manipulation. Merci beaucoup. Je me demande si vous avez un dernier mot, un message pour les gens aux États-Unis. Nous sommes, dit-on, peu intéressés par ce qui se passe autour de nous. Mais pourquoi ce qui se passe au Honduras est-il important pour les autres habitants du continent? Eh bien, l'année dernière, le 6 décembre 2024, l'Union européenne a forcé l'annulation des élections en Roumanie parce que le vainqueur du premier tour avait été qualifié de favori du président Poutine lors de cette élection. Poutine n'a jamais dit qu'il voulait qu'il gagne. Il a simplement déclaré qu'il le préférait dans certaines interviews. Et ensuite, l'Union européenne a imposé l'annulation des élections. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment au Honduras. Le gouvernement des États-Unis fait le contraire. Il essaie d'intervenir et d'imposer un candidat. Il est important que les citoyens américains comprennent que le monde est bien plus avancé que ce que disent les médias et les réseaux sociaux. Xiomara Castro a considérablement réduit la migration illégale vers les États-Unis. Xiomara Castro a réduit la criminalité.
Xiomara Castro a réduit la pauvreté. Et parce que nous sommes un parti de gauche, nous sommes traités comme des ennemis. Voilà ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans toute la politique internationale des États-Unis. Les États-Unis attaquent le Venezuela et la Colombie, accusant leurs présidents d'être des trafiquants de drogue, tout en libérant un président trafiquant de drogue au Honduras. Alors, lorsque vous ressentez de la fierté à faire partie d'un gouvernement qui respecte et applique la loi, vous devriez y réfléchir à 2 fois et chercher à en apprendre davantage sur ce que représentent aujourd'hui les États-Unis sur la scène internationale. Vous avez des peuples comme nous, le peuple hondurien, qui avons été attaqués et affectés par ces politiques tout au long de notre histoire. Mais il reste encore beaucoup de dignité parmi nous, et nous ne cesserons pas de résister. Nous ne cesserons pas de revendiquer notre souveraineté et notre dignité, et nous le ferons face au pays le plus puissant du monde, tout comme nous le faisons face à tous les autres. Car telle est l'histoire de l'Amérique latine, une histoire de violence et d'imposition, mais aussi une histoire de résistance et de dignité. Eh bien, ma dernière question, je suppose, concerne la migration. Évidemment, la migration en provenance du Honduras a été pendant de nombreuses années une source majeure d'immigration latino-américaine. Sur une note plus personnelle, vers 2015 ou 2016, je travaillais dans un restaurant et j'ai fini par servir un peu de traducteur, car l'un des jeunes employés, un plongeur de 16 ans, avait dû quitter le Honduras ainsi que toute sa famille. C'était parce que la situation n'était pas sûre. Il faisait face à des menaces de la part de membres de gangs. Il a essayé de voyager à travers le pays, en séjournant chez différents oncles et tantes, mais la violence persistait. La menace persistait. Et comme vous l'avez mentionné, cette migration a été réduite par l'administration Castro. Alors, que pensez-vous qu'il pourrait se passer si ces mêmes responsables gouvernementaux, liés au cartel, revenaient au pouvoir? Qu'est-ce que cela signifierait pour l'avenir du Honduras et pour l'avenir de la migration? Eh bien, si vous réduisez la pauvreté et la violence, que vous donnez du travail aux gens et que vous améliorez un peu leur vie, alors les gens ne sont pas contraints de migrer en si grand nombre. Mais lorsque vous changez cela, lorsque vous rétablissez un narco-État et une organisation criminelle, que vous augmentez la pauvreté et que vous redonnez à ces 10 familles et 25 groupes tous les privilèges qu'ils ont eus pour continuer à produire de la pauvreté et de la richesse uniquement pour eux-mêmes. Alors la conclusion est très simple. Les gens ne pourront pas trouver un mode de vie au Honduras et seront de nouveau forcés de migrer massivement, comme nous l'avons vu dans un passé récent. Vice-ministre Torres, merci beaucoup pour votre temps. C'est un plaisir. Prends soin de toi et restons en contact.